Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, suite du cours de thermodynamique sur les machines thermiques, avec déjà des applications de ce qui a été vu donc dans la première partie du chapitre. C'est-à-dire que là, on a vu comment appliquer le premier et le second principe à une machine thermique cyclique ditherme, ce qui est le cas le plus courant qu'on va croiser en exercice. Et bien maintenant, on va devoir traiter différents exercices. Au fait, tout ce qui est conceptuel ici a déjà été vu. Maintenant, il reste à traiter des applications. Alors, on va justement aujourd'hui se proposer d'appliquer le premier et second principe aux trois grandes classes de machines thermiques qu'on est susceptible de croiser, à savoir les moteurs, les réfrigérateurs et les pompes à chaleur. Et donc à chaque fois, on va traiter un exemple qui va vous donner un petit peu l'état d'esprit des exercices que vous allez pouvoir croiser par la suite. Alors, ici on va commencer par traiter l'exemple des moteurs. Donc un moteur, on sait qu'il fournit un travail à l'extérieur. On a donc W qui est inférieur à 0. Et donc ici, on a vu que dans le cas d'un cycle moteur, ça signifiait que QC était supérieur à 0, et QF inférieur à 0, d'après le diagramme de Ravo, qui fait un peu l'inventaire de tous les fonctionnements possibles. Donc le rendement d'un moteur, eh bien ce sera ce qu'on appelle l'énergie utile, moins W, ça c'est le transfert d'énergie que l'on veut créer. On veut fournir un travail à l'extérieur, donc W est inférieur à 0. Donc on prend moins W pour avoir une valeur positive, sur QC. QC, qu'est-ce que ça va être ici? Eh bien, ça va être le transfert thermique réalisé sur le mélange air-carburant par la combustion de celui-ci. Et donc ici, c'est le transfert thermique avec la source chaude qui nous donne la possibilité de faire fonctionner le moteur. Donc le rendement sera inférieur strict à 1, ça c'est sûr, mais sera aussi inférieur ou égal à un rendement qu'on appelle le rendement de Carnot, qui vaut 1 moins la température de la source froide sur la température de la source chaude. Alors, on va essayer de démontrer ce résultat. Donc sachant que ce qu'on a appelé rendement de Carnot ici, eh bien c'est le rendement maximal théorique que l'on peut avoir pour un moteur ditherme. Donc rendement maximal théorique d'un moteur ditherme. Alors ce qui est intéressant ici, vous voyez, c'est que finalement, même la théorie ne permet pas d'avoir un rendement de 1. Un moteur ditherme a forcément un rendement inférieur strict à 1, parce que TF est forcément inférieur strict à TC. On a défini source chaude, source froide. Si on veut qu'il y ait des transferts thermiques, il faut que les deux sources soient à des températures différentes. Sinon, on a un moteur monotherme, et finalement, ce moteur n'existe pas. On a vu un énoncé du second principe qui nous disait qu'il n'existe pas de moteur cyclique monotherme. Alors, ici donc, on va démontrer les résultats. Donc le système qui va nous intéresser, c'est le fluide qui circule dans le moteur. Donc ici, ce sera le mélange air plus carburant. Si on prend un moteur thermique classique. Alors la transformation, eh bien on sait qu'elle va être cyclique. Donc c'est-à-dire que périodiquement, le fluide revient au même état. Donc ici, on a le système, le fluide caloporteur, donc mélange air plus essence, qui va échanger QF avec TF. Et donc d'après le diagramme de Ravo, on sait déjà que QF sera inférieur à 0. QC avec TC, et on sait que QC sera supérieur à 0. Et ce qui définit un moteur, c'est l'échange avec l'extérieur d'un travail inférieur à 0. Alors, ici on va appliquer les deux premiers principes.
de la thermodynamique. Donc le premier principe sur un cycle nous dit que delta U vaut 0, vaut W plus QF plus QC. Le second principe nous dit que sur un cycle, delta S vaut 0. Alors ici on rappelle l'idée, U et S sont des fonctions d'état. Donc si le système revient exactement dans le même état, la variation d'une fonction d'état est nulle. Il faudra à ce moment-là QC sur TC, plus QF sur TF, plus S créé. Il est possible de créer de l'entropie sur un cycle, bien que la transformation soit cyclique. S créé n'est pas une fonction d'état. On rappelle que c'est un terme d'échange, au même titre que Q d'ailleurs, ou que W. Donc le rendement, on l'a défini précédemment, ce sera le transfert énergétique que l'on veut créer, compté positivement, donc moins W, sur QC, le transfert énergétique nécessaire pour que la machine fonctionne. Et bien maintenant, il va nous rester à réagencer ce calcul. Alors, on a, d'après le premier principe, W qui vaut moins QF moins QC. D'après le second principe, QF qui vaudra, alors si j'isole QF, j'obtiens moins TF sur TC QC, moins TF S créé. Alors là, vous voyez, l'idée, en fait, c'est que j'ai QC au dénominateur. Grâce à l'expression de W, je vais essayer de faire apparaître QC tout seul au numérateur pour simplifier l'échange énergétique. Donc, ici, finalement, je vais obtenir une expression générale du rendement qui vaudra moins W sur QC, donc plus QF plus QC sur QC, donc 1 plus QF sur QC. Alors ici, je suis sauvé au niveau du rendement sur le fait qu'il reste inférieur strict à 1 par le fait que QF est inférieur à 0. Donc là, j'ai obtenu l'expression, on va dire, générale du rendement. Alors maintenant, je vais transformer un petit peu cette expression pour essayer d'obtenir la valeur maximale observable du rendement. Alors j'ai dit 1 plus QF sur QC. Donc ensuite, je vais transformer QF en moins TF sur TC QC. Donc j'obtiens 1 moins TF sur TC. QC se simplifie. Et après, je vais avoir moins TF S créé sur QC. Alors là, je vérifie la cohérence dimensionnelle de ce terme. S s'exprime en joules par Kelvin, T s'exprime en Kelvin, et QC s'exprime en joules. Donc c'est cohérent, j'ai bien un rapport sans dimension. Et autre chose que je peux dire, c'est que la température TF est supérieure à 0, toutes les températures sont supérieures ou égales à 0 à l'équilibre thermodynamique. S créé est supérieur ou égal à 0 par définition de l'entropie créée. Et QC, par définition du fonctionnement du moteur, est supérieur à 0. Donc finalement, ce terme-là est un terme qui va limiter le rendement. Et donc, je constate que le rendement maximal observable, c'est le rendement pour lequel l'entropie créée est nulle. Et à ce moment-là, j'ai le rendement qui vaut le rendement dit de Carnot. Alors ça, le nom vient de Sadi Carnot, thermodynamicien français, donc qui a beaucoup travaillé sur les machines thermiques, qui vaudra donc 1 moins TF sur TC. Et donc à partir de là, on voit que le rendement maximal observable pour un moteur cyclique d'iterme vaut 1 moins TF sur TC, ce qui signifie finalement que
ici le rendement sera d'autant meilleur que l'écart de température entre la source chaude et la source froide est élevé. Donc là, on sait maintenant que le rendement maximal théorique pour un moteur cyclique diterme a cette expression-là. Ça, c'est une expression complètement générale que vous pouvez retenir telle qu'elle. Rendement de Carnot, 1 moins TF sur TC. Et donc ici, on constate que ce rendement maximal théorique augmente avec la différence entre TF et TC. Alors, ici, bon, on voit qu'on peut atteindre des rendements maximaux théoriques relativement élevés. Et faut faire attention que, en général, ces rendements maximaux théoriques sont associés à des cycles réversibles. Vous voyez, ici, on a annulé l'entropie créée pour obtenir ce rendement. Et les cycles réversibles sont souvent assez éloignés des cycles réels. Donc le rendement maximal théorique observable va être souvent largement surestimé par rapport au rendement réel observé dans un moteur. Alors pourquoi est-ce que la réversibilité n'est jamais atteinte dans un moteur? Parce que dans un moteur, l'idée c'est de développer beaucoup de puissance, c'est-à-dire finalement de créer beaucoup d'énergie par unité de temps. Si on veut créer beaucoup d'énergie par unité de temps, il faut des transformations rapides. Si vous avez tous à un moment ou à un autre été au volant d'une voiture, ou presque, vous avez, vous savez, sur les moteurs un compte tours. Et vous voyez que souvent, on est à plusieurs milliers de tours par minute. Ça veut dire que le fluide, dans le moteur, fait plusieurs milliers de cycles par minute. Donc ça veut dire que les pistons qui enferment le mélange air plus essence dans des cylindres dans le moteur vont faire plusieurs milliers d'allers-retours par minute. Est-ce que sur des transformations aussi rapides, on atteint la réversibilité? Eh bien non, on en est même très loin. Donc le rendement réel des moteurs thermiques est forcément beaucoup plus faible que le rendement maximal observable. Donc appelé rendement de Carnot. Alors, on va traiter ici un exemple qui va un petit peu plus loin. On va traiter l'exemple du rendement réel et du rendement théorique d'un moteur de voiture. Alors, ici on considère un moteur de voiture dont la source froide est l'air atmosphérique à la température 300 Kelvin, la source chaude, le gaz de la chambre de combustion ATC qui vaut 3000 Kelvin, le moteur réel produit 500 joules par cycle pour 1500 joules de transfert thermique fourni. On nous demande au départ de déterminer le rendement de Carnot du moteur. Donc le système qu'on va considérer ici, donc c'est le fluide, on a dit le mélange air plus essence, plus carburant. La transformation sera cyclique. Alors là, vous voyez, au départ, toujours sur un exercice, je définis le système, le type de transformation. C'est l'équivalent au fait du bilan des forces, plus schéma, plus définition du système de la mécanique. C'est essentiel. Donc il faut toujours prendre le temps de faire ce genre de choses. Ça vous permet de bien poser le problème et surtout d'éviter derrière que l'on puisse vous attaquer sur de la forme lorsqu'on corrige votre copie. Alors, hop. Donc ici, voilà, 3 types d'échanges. QF avec la source froide, donc ici on a dit que c'était l'air. TC, donc avec la chambre à combustion. Et donc W est fourni à l'extérieur. Alors, le rendement de Carnot. Alors, comme je vous ai dit, cette formule, on peut la donner directement. Le rendement de Carnot, le rendement maximal théorique, il vaut 1 moins TF sur TC. Et ici, je vois que TF sur TC, c'est 300 sur 3000, donc 1 moins 1 dixième. Ça veut dire ici que le rendement de Carnot du moteur vaut a priori 90%. Alors, ça c'est la valeur théorique que l'on peut calculer ici. Maintenant, on va s'intéresser au rendement réel. Alors là, qu'est-ce qu'on nous dit? Sur le rendement réel,
eh bien, on revient à la définition. On sait que l'on cherche à créer le transfert moins W et qu'on a consommé l'énergie QC pour y arriver. Ici, on nous dit qu'on produit 500 joules par cycle pour 1500 joules de transfert thermique fourni. Ok. Bon, c'est un petit moteur. Donc, là, le rendement vaut moins W sur QC. On réalise l'application numérique. Et là, on va trouver que état vaudra 500 sur 1500. Donc 33%. Donc vous voyez là, finalement, j'obtiens un rendement qui vaut un tiers, là où au départ, j'avais un rendement théorique qui valait 90%. Donc vous voyez que finalement, les valeurs sont assez éloignées. Donc là, eh bien, c'est quelque chose d'assez classique, et au niveau des ordres de grandeur, c'est quelque chose finalement d'assez cohérent. 30% pour un moteur thermique, c'est un rendement, tout ce qu'il y a de plus standard. Alors maintenant, on nous demande de calculer l'entropie créée par cycle. Alors si on veut calculer l'entropie créée par cycle, il va de soi qu'on va devoir appliquer le second principe. Alors le second principe de la thermodynamique sur la transformation cyclique nous dit que ΔS vaut 0, vaut QF sur TF, plus QC sur TC, plus S créé. Ok, donc je vais isoler S créé. S créé qui vaudra moins QF sur TF, moins QC sur TC. Alors ensuite, si je veux estimer QF, je vais appliquer le premier principe au fluide qui subit un cycle. Et donc ici, je vais avoir ΔU qui vaut 0, qui vaut QF plus QC plus W. Je connais W, je connais QC, je vais trouver QF. QF vaut moins QC moins W. Alors après, je fais attention à une chose, W était compté négativement. W vaut moins 500 joules en réalité. Donc en combinant les deux calculs, eh bien j'arrive au fait que S créé vaut moins, alors on a dit QF, donc plus QC plus W sur TF moins QC sur TC. Une fois ce résultat obtenu, il me reste à effectuer l'application numérique. Donc l'application numérique va me donner que S créé vaut 2,8 joules par Kelvin, ce qui donne bien une entropie créée positive. Donc le cycle sera irréversible et autorisé par le second principe. Ok. Alors, une fois ce calcul effectué, eh bien, on va essayer de montrer la différence entre le travail fourni par la machine de Carnot et la machine réelle. On va montrer qu'il vaut TF fois S créé pour une dépense d'énergie identique. Donc là, ça va être une question un peu plus théorique. Ici, on va poser d'un côté la machine de Carnot, dont on va étudier le fonctionnement. Alors, machine de Carnot, donc on applique le premier principe, ΔU égale 0, égale le travail sur la machine de Carnot, plus QC plus QF. Le second principe me donne que ΔS vaut 0, vaut QC sur TC, plus QF sur TF. On rappelle que ici, pour une machine de Carnot, le cycle est réversible. Donc, en appliquant les deux premiers principes de la thermodynamique, je vais obtenir que W Carnot vaut moins QC moins QF, vaut, d'après ce que j'ai écrit sur le second principe, je remplace QF par
par moins TF sur TC QC, eh bien j'obtiens moins QC, facteur de 1 moins TF sur TC. Donc là, le travail de Carnot est obtenu ici. Et de manière assez logique, le travail de Carnot vaut moins QC fois le rendement de Carnot. Alors, pourquoi assez logique? Parce que ici, on sait que le rendement de Carnot, c'est le rapport de la valeur absolue du transfert thermique que je vais effectuer, du transfert d'énergie que je vais effectuer, le travail, sur la dépense énergétique QC. Donc là, j'identifie directement le rendement de Carnot. Et donc ici, quand je dis différence entre le travail fourni par la machine de Carnot et le travail réel, on sait qu'on travaille à dépense énergétique constante, donc à QC constant. Pour la machine réelle, qu'est-ce qui va changer? Eh bien, pour la machine réelle, je vais avoir delta U égale 0 égale W plus QC plus QF. Donc ici, comme W va varier, eh bien je sais que QF va varier également. QC est stable. Et le second principe me donne que delta S vaut 0, vaut QC sur TC, plus QF sur TF, plus S créé. Ici, sur une machine réelle, on va supposer qu'on a un cycle irréversible. Autrement dit, S créé supérieur strict à 0. Alors, ici, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais reprendre la logique précédente, et je vais donc dire que W, ce sera moins QC moins QF, ce qui vaudra moins QC, facteur de 1, et là, après, j'ai QF que je dois, enfin QC que je dois exprimer, enfin QF que je dois exprimer en fonction de QC, donc je vais avoir ici QF qui va valoir TF facteur de moins QC sur TC, moins S créé. Donc je remplace ceci ici, j'ai factorisé par moins QC, donc je vais obtenir moins QC fois 1 moins QF, donc ouais, en fait c'était pas très malin, je vais plutôt le faire comme ça, hop, moins QC moins QF, donc QF qui vaudra moins TF sur TC QC moins TF fois S créé. Alors ici, moins QC, alors j'ai un moins qui vient là, donc j'ai un plus ici, ok. Alors pourquoi j'ai un plus? J'ai des moins ici, et j'ai un moins qui vient se distribuer ici. Donc finalement, j'obtiens W qui vaut moins QC, plus TF sur TC QC, plus TF S créé. Donc au final, je veux obtenir que W, réel, vaut moins QC fois 1 moins TF sur TC. Alors ça, on sait que c'est le travail de Carnot. Et je vais avoir à tout ceci, ajouter à tout ceci, plus TF fois S créé. Là, je constate que ce terme est un terme qui va être positif, sachant que le travail est d'autant plus fort qu'il est négatif. Le travail est fourni à l'extérieur, on le rappelle. Donc ici, bien, je retrouve le travail de Carnot, moins QC 1 moins TF sur TC, qui est bien inférieur à 0. Ouais, je
jaune, c'est pas terrible, inférieur à 0, qui est limité ensuite par le terme TFS créé. Donc W vaudra W Carnot plus TF S créé. Avec W de Carnot inférieur strict à 0. Donc le terme TF S créé ici est bien un terme de limitation du travail fourni à l'extérieur. En effet, plus le travail est fort en valeur absolue, plus le rendement est élevé. Or, je cherche à créer un travail négatif. Donc si j'ajoute un terme positif à ce travail négatif, je suis en train de limiter ce travail. Donc on voit bien que la création d'entropie, ici, est un terme qui va limiter le travail fourni à l'extérieur. Alors, ensuite on va traiter un autre exemple. Je vous avais dit un petit peu plus tôt qu'on pouvait envisager qu'une centrale nucléaire fonctionne schématiquement comme un moteur. Alors pourquoi? Parce qu'on est en train de consommer de l'énergie thermique fournie par la source chaude, le cœur du réacteur, pour fournir à l'extérieur de la centrale un travail en général électrique. Alors, travail mécanique qui se transforme via un alternateur en travail électrique, pour être plus précis. Et on nous dit ici que le rendement d'une centrale nucléaire, fonctionnement entre TC égale 300 degrés Celsius, TF égale 15 degrés Celsius, ne vaut que 58% de sa valeur maximale. Et on dit que la centrale fournit une puissance égale à 1,3 gigawatts. Ok. On nous demande au départ quelle est la puissance thermique reçue depuis la source chaude. Alors ici, le système que l'on va considérer, ce sera le fluide qui circule dans la centrale, donc ce sera l'eau finalement. Souvent le fluide caloporteur des centrales, c'est l'eau. La transformation subie est une transformation cyclique. Et on nous dit, alors ici on va représenter le système qui échange QC avec TC. Donc on sait que QC est supérieur à 0. QF avec la source froide. On sait que QF est inférieur à 0. Et W qui sera aussi inférieur à 0 car le travail est fourni à l'extérieur. Ok. Et donc ici, eh bien, le rendement maximal, on sait que c'est le rendement de Carnot. Car on a un fonctionnement de type moteur sur une centrale électrique. Dès qu'on fournit un travail à l'extérieur, en fait, on a un fonctionnement de type moteur. Donc le rendement de Carnot, qui sera le rendement maximal, vaut 1 moins TF sur TC. Donc ça, en fonction des sujets, vous aurez soit à démontrer le résultat, soit vous pourrez le donner directement. Il faut bien faire attention à la formulation des questions. Donc ici, le rendement réel, on sait qu'il vaut 58% du rendement de Carnot. Donc on sait que eta vaut 0,58 fois le rendement de Carnot. Et il vaut moins W sur QC. Alors là, le problème, c'est que pour l'instant, on me donne des puissances. Quel est le lien entre énergie et puissance? Si on suppose qu'on a un fonctionnement, une durée de fonctionnement delta T, on sait qu'on va avoir la puissance associée au travail fois la durée de fonctionnement qui vaudra le travail. Puissance fois durée donne une énergie.
donc autrement dit des watts fois des secondes donne des joules. Et si je peux l'écrire pour la puissance fournie à l'extérieur, je peux aussi l'écrire pour le transfert thermique depuis la source chaude. PC fois delta T vaut QC. Donc ici on retient bien que on a un terme inférieur à 0 à ce niveau-là, un terme supérieur à 0 à ce niveau-là. C'est-à-dire que la puissance comptée du point de vue du système, donc du fluide, est une puissance négative pour le travail associé à l'extérieur. Donc, une fois cette considération prise en compte, on voit que le rendement vaut moins la puissance PW sur la puissance fournie depuis la source chaude. J'ai simplifié par la durée de fonctionnement delta T. Vous voyez finalement, soit je fais des rapports d'énergie, soit je fais des rapports de puissance. Dans les deux cas, j'obtiens bien un rendement. Ce rapport, je le détaille un petit peu plus pour expliciter PC. La puissance fournie depuis la source chaude, on sait que ce sera moins PW, compté positivement, sur le rendement, donc sur 0,58 fois 1 moins TF sur TC, le rendement maximal. Donc là, vous voyez qu'il y avait une sorte de petit piège dans la question. On demandait de travailler par rapport au rendement maximal de la centrale. Or, il faut savoir que le rendement maximal n'est pas de 1. Le rendement maximal, c'est le rendement maximal observable, rendement de Carnot. Alors ça, c'est un exo qui peut être souvent posé à l'oral, sur par exemple les oraux type mine télécom, exercice sans préparation, et vous voyez qu'il y a des petits pièges au fait qui se glissent dans ces exercices, dans le sens où ici, bon, si on ne réfléchit pas assez, si on va un petit peu trop vite, on va dire rendement maximal 1, voilà, c'est la valeur maximale que l'on peut observer, un rendement de 100%. Là, il y a une petite subtilité qui fait que l'examinateur peut dire alors, quel est le type de fonctionnement? Là, il faut se rendre compte que c'est un fonctionnement moteur. Est-ce que les moteurs ont un rendement maximal de 1 quand on a un moteur cyclique d'iterme, etc. Et donc ici, ils peuvent amener le candidat via des questions à redémontrer finalement l'expression du rendement de Carnot si l'expression du rendement de Carnot n'est pas annoncée directement. Donc ça fait des oraux un petit peu à tiroir comme ça, qui permettent de dérouler un fil si le candidat ne répond pas correctement au petit piège de l'énoncé du premier coup. C'est-à-dire que si le candidat n'arrive pas à établir le rendement de Carnot, on remonte à l'énoncé du premier principe et du second principe, etc. Et on peut comme ça ajuster en permanence en échangeant avec le candidat. Alors, ici, suite à l'application numérique, on obtient la puissance fournie depuis la source chaude, qui vaut, avec attention, les températures en Kelvin, ça c'est essentiel comme on fait un rapport, 4,51 gigawatts. 4,5 ça suffit d'ailleurs, j'ai uniquement deux chiffres significatifs sur la puissance fournie à l'extérieur au départ. Ok. Alors maintenant, on me demande d'évaluer la puissance échangée avec la source froide. Alors ici, ce qu'il va falloir faire, c'est appliquer le premier principe. Je connais la variation d'énergie interne sur un cycle qui vaut 0, qui vaut W, plus QF, plus QC. Ok. Sur une durée delta T de fonctionnement, je vais dire que 0 vaut PW delta T plus PF delta T plus PC delta T. Je simplifie par la durée delta T. Et j'arrive à ce moment-là à un bilan de puissance qui me dit PW plus PC plus PF égale 0. Donc je finis par obtenir que la puissance échangée avec la source froide par le système, ça vaut moins PC moins PW. Donc là, par application numérique, je vais obtenir que PF vaut moins PC. Moins PC, on l'a estimé avant 4,5 gigawatts.
donc moins 4,5, moins PW, et on me dit ici que la centrale fournit une puissance égale à 1,3 gigawatts. Donc ça veut dire que PW vaut moins 1,3 gigawatts, donc moins 1,3 plus 1,3 gigawatts ici. J'obtiens donc une puissance associée à la source froide de moins 3,2 gigawatts. La puissance est bien négative, ça c'est logique, c'est-à-dire que la source froide va absorber de l'énergie depuis le fluide qui a une température plus haute que celle-ci. Et donc là, la source froide, eh bien, en général, ça va être le fleuve qui passe au contact, qui passe au voisinage de la centrale nucléaire. Alors, ensuite, on va nous demander l'élévation de la température du Rhône, qui joue le rôle de source froide, et on nous donne le débit 400 mètres cubes par seconde en été. Ok, donc là, on va quitter le système fluide dans la centrale. On va prendre comme système l'eau du Rhône. Et on va prendre l'eau du Rhône au contact du fluide pendant delta T. Donc, à ce moment-là, on sait qu'on est en train d'étudier la source froide. Alors, quelle est la masse de ce système? Eh bien, la masse, ce sera le débit volumique fois la durée. Alors ça nous donne le volume, fois la masse volumique de l'eau, qui est une valeur connue, 1000 kg par mètre cube. Et donc ici, je vais considérer eh bien, un système fermé qui passe au contact de la centrale, et donc du fluide de la centrale. Alors je mets au contact entre guillemets, hein. Vous savez bien que dans les centrales nucléaires, on fait toujours en sorte d'avoir des circuits primaires, des circuits secondaires, etc., pour qu'en cas de fuite, il n'y ait pas de contamination radioactive de l'environnement. En tout cas, une contamination minimale. Donc ici, au contact, entre guillemets. Il y a évidemment des solutions technologiques mises en place qu'on n'étudie pas dans le détail ici. On reste sur un principe assez général. Et donc la transformation du système ici, eh bien, elle va vérifier plusieurs hypothèses. Alors la transformation, déjà, on sait qu'elle va être isochore. L'eau liquide, on sait qu'en première approche, ça peut être considéré comme une phase condensée idéale. Donc, on va avoir une transformation isochore qui va faire passer l'eau du fleuve de l'état initial à la température TI à l'état final à la température TF. Et on va appliquer le premier principe à cette eau. Alors on sait que delta U, la variation d'énergie interne, ça vaudra la masse du système fois la capacité thermique massique de l'eau, qui est une valeur que vous devez connaître, fois TF moins TI. Et le premier principe nous dit aussi que ça vaut W, qui vaut 0, plus Q, le transfert thermique avec l'extérieur. Alors ici, on va faire très attention, parce qu'on sait que Q, eh bien, c'est le transfert thermique reçu depuis le fluide de la centrale. Donc ici, Q, eh bien, c'est en réalité moins QF. Alors, là, on prend le temps de bien réfléchir. Imaginons que le fluide de la centrale soit un acheteur et que le fleuve soit un vendeur. Le compte énergétique de l'acheteur, le fluide de la centrale, a baissé de la valeur absolue de QF quand le fluide a rencontré le fleuve. Donc le fleuve a reçu l'énergie
valeur absolue de QF. Donc ici, si on veut, la valeur de la quantité d'énergie échangée, c'est QF, en valeur absolue. Ça a été perdu du point de vue du fluide dans la centrale et gagné du point de vue du fleuve. Comme QF était compté négativement, eh bien, l'eau du fleuve a reçu moins QF, qui devient positif. Et donc, moins QF, on peut l'écrire ici que c'est aussi moins PF delta T. Ça, d'après le lien entre puissance et durée de fonctionnement. Donc, grâce au premier principe, on va obtenir que le débit volumique fois la durée delta T de fonctionnement fois la masse volumique de l'eau, fois TF moins TI, la variation de température qui nous intéresse, fois la capacité thermique massique de l'eau, vaut moins PF delta T. Donc là, qu'est-ce qu'on peut dire instantanément? On peut dire que les durées de fonctionnement se simplifient, et il va me rester que la variation de température TF moins TI vaut moins PF, donc là qui va bien être un terme supérieur à 0 parce que PF est lui-même négatif, fois dV fois ρ, sur dV fois ρ, fois la capacité thermique massique de l'eau. Donc ici, j'obtiens bien une élévation de température, ce qui est logique. Car PF est inférieur à 0. Par application numérique, je trouve que TF moins TI vaut 1,9 Kelvin, ou 1,9 degrés Celsius ici. On parle d'une élévation, donc voilà, pas de souci. Alors, là, c'est un exercice, vous voyez, déjà un petit peu plus technique, parce qu'une fois qu'on a étudié le premier principe appliqué au fluide qui réalise les cycles, et une fois qu'on est passé aux puissances par l'intermédiaire d'une durée de fonctionnement delta T qui s'est simplifiée dans tous les calculs, eh bien on a jonglé, on est passé d'un système à l'autre. Et on est arrivé à la conclusion, finalement, que ici, alors je reviens là-dessus, ce qui était à la température TF, c'était l'eau du fleuve. Et donc, que si du point de vue du système, on a QF inférieur à 0, et bien du point de vue du fleuve, on a échangé moins QF. Donc si le fluide échange avec le fleuve QF, le fleuve échange avec le fluide moins QF. Donc vous voyez pourquoi on parle de terme d'échange en fait. Il est compté positivement d'un côté, négativement de l'autre. Un petit peu comme des échanges monétaires. Vous passez dans une boutique, vous perdez 50 €, le tenancier de la boutique gagne 50 €. Si vous avez le moindre doute là-dessus, revenez sur des considérations monétaires, c'est les meilleures. C'est le meilleur moyen de ne pas se tromper. Alors, maintenant on va passer à un autre type de système qui peut être aussi étudié de manière générale avec le premier et le second principe, sous la forme d'une machine cyclique d'iterme, les réfrigérateurs. Donc l'exemple que l'on va traiter ici, eh bien, ça va être un exemple assez classique, hein, avec un énoncé un petit peu ouvert. Alors avant, on va démontrer quelques résultats en lien avec l'étude des réfrigérateurs. Déjà, définir l'efficacité et démontrer l'expression de l'efficacité maximale. Alors, pour un réfrigérateur, l'objectif c'est de provoquer un transfert thermique entre une source froide, l'intérieur du réfrigérateur, et le fluide caloporteur. Donc ce qu'on veut créer comme échange énergétique, c'est QF. De quoi est-ce qu'on a besoin pour qu'un réfrigérateur fonctionne? De le brancher sur le secteur. Donc on a besoin de consommer un travail électrique W. Donc l'efficacité ici, ce sera QF sur W. On n'a pas besoin ici de modifier les signes, car QF est compté positivement. En effet, on veut que le fluide caloporteur reçoive de la chaleur depuis l'intérieur du réfrigérateur.
Et W est compté positivement car on a besoin que le système reçoive le travail électrique W. Donc E vaut QF sur W, et E est majoré. Ça, on va le voir par le rapport TF sur TC moins TF. Alors ici, pourquoi est-ce qu'on parle d'efficacité? Eh bien, on parle d'efficacité car le rapport ici peut devenir supérieur à 1. Alors, peut-être. Alors, je vais noter que ça peut être. Donc, on parle d'efficacité, pas de rendement. On va démontrer ce résultat. Alors ici, le système que l'on considère, donc c'est le fluide caloporteur, donc qui est fermé. Et la transformation que l'on étudie est cyclique. Donc du point de vue du système, l'extérieur fournit un travail électrique. L'intérieur du réfrigérateur transfère de l'énergie. Et donc le réfrigérateur cède cette énergie à l'extérieur. Alors ça c'est relativement logique ici. Si vous touchez l'arrière d'un réfrigérateur, les petits serpentins qui sont à l'arrière, vous constatez qu'ils sont à une température plus élevée que l'air ambiant. Donc ça veut bien dire que ici, le réfrigérateur est en train de relâcher de l'énergie thermique. Donc on a affaire à une transformation cyclique. Le premier principe appliqué au fluide sur un cycle nous donne que delta U vaut 0 vaut W plus QF plus QC. Le second principe nous donne que delta S vaut 0 vaut QF sur TF plus QC sur TC plus S créé. Donc ici, je vais obtenir très rapidement, alors vous voyez ce qui va m'intéresser ici, c'est d'exprimer W en fonction de QF et QC, puis simplifié par QF. Donc idéalement, il va falloir que j'exprime W sous la forme moins QF moins QC, puis que j'exprime QC en fonction de QF, grâce au second principe. Donc ici, QC vaudra moins QF TC sur TF moins TC S créé. Une fois que j'ai obtenu ces deux équations, je pars sur l'efficacité. L'efficacité est définie de manière générale par E qui vaudra QF sur W. Donc le transfert d'énergie que je veux réaliser sur le transfert d'énergie dont j'ai besoin pour que le système fonctionne. Et donc ici, eh bien, ça me donnera QF sur moins QC moins QF. Donc en transformant un petit peu ce résultat, je vais obtenir QF sur moins QF TC sur TF enfin plus, parce que j'ai un moins ici, hop, plus TC S créé. Je divise tout par QF, E me donne 1 sur TC sur TF moins 1 plus TC S créé
sur QF. Ça, c'est l'expression générale de l'efficacité. Alors, derrière, qu'est-ce que je constate? Je constate que le terme qui fait intervenir S créé au dénominateur est un terme positif ou nul. Donc, si ce terme est positif ou nul dans le rapport qui est là, qui lui est positif, 1 sur TC sur TF moins 1, eh bien, on va constater que ça limite la valeur de E. Donc ici, si j'ai une limitation de la valeur de E, eh bien je sais que E sera inférieur ou égal à E max, qui vaut 1 sur TC sur TF moins 1, qui vaut à TF sur TC moins TF. Donc là, vous voyez, j'ai démontré le résultat annoncé au-dessus. Alors j'ai une version plus rapide de cette démonstration. La version plus rapide, elle consiste à calculer directement l'efficacité maximale en annulant ce terme-là. Donc là, on peut le noter en remarque, qu'il existe une démonstration plus rapide de l'efficacité max en posant S créé égale 0. Alors si on pose S créé égale 0, on annule ce terme, Et vous voyez finalement qu'en simplifiant par QF, à ce moment-là, on obtient directement 1 sur TC sur TF moins 1. Donc TF sur TC moins TF, la valeur obtenue ici. Et donc là, on retient que l'efficacité maximale est obtenue lorsque le cycle est réversible encore une fois. Et donc là, une chose qui est intéressante finalement avec les réfrigérateurs, c'est qu'on peut avoir des efficacités supérieures, strictes à 1. Alors qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie pas qu'on a créé un mouvement perpétuel ou des choses comme ça. Ça signifie simplement qu'au vu du cahier des charges de notre appareil, la dépense énergétique que l'on doit réaliser est moindre que le transfert thermique que l'on a forcé. Donc ça coûte finalement énergétiquement moins que le transfert énergétique que j'ai créé à la fin. Alors, ici on va passer sur un petit exemple d'application, étude d'un congélateur. Donc on dit l'efficacité, on doit trouver l'efficacité d'un congélateur dont la fiche technique contient les données ci-dessous en fonctionnement nominal. Il faut comparer à l'efficacité maximale qu'on pourrait obtenir. On donne la température extérieure 20 degrés Celsius, température intérieure moins 18 degrés Celsius, consommation électrique pendant 24 heures 0,67 kWh, pouvoir de congélation 22 kg pendant 24 heures, capacité thermique massique des éléments congelés 1,5 kJ par Kelvin par kg, décongelé 3,6 kJ par Kelvin par kg, et on nous donne ici une enthalpie massique de décongélation des aliments. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir faire ici? Eh bien, il va falloir essayer de réfléchir à une manière qu'on va avoir de poser le rendement. Et de calculer aussi l'efficacité maximale. Alors, pour calculer l'efficacité maximale, ça va être, entre guillemets, simple. Il va falloir simplement utiliser la formule établie précédemment. Donc, le système qu'on va étudier au début, c'est le fluide caloporteur. Ce système, il subit une transformation cyclique. Et donc, on va avoir en gros ici le système qui reçoit QC de TC
QF de TF. Donc on sait que TF, c'est l'intérieur du congélateur à moins 18 degrés Celsius. Hein. TC, donc ici on aura l'extérieur à 20 degrés Celsius. Et on reçoit un travail électrique depuis l'extérieur qui sera ici le réseau électrique. Alors, donc ici on a une transformation cyclique et on sait que l'efficacité maximale eh bien c'est simplement E max qui vaudra TF sur TC moins TF. Donc ce résultat, pareil, si on le connaît, on peut l'utiliser directement, sauf si l'énoncé nous impose de redémontrer ce résultat. Donc ici, l'efficacité maximale que l'on va obtenir, eh bien ce sera avec les températures en Kelvin, 273 moins 18, sur TC 20 moins 18, donc sur 38. Et donc ici, on obtient 6,7 d'efficacité maximale. Donc on voit une efficacité maximale qui est supérieure à 1, ce qui est logique, ici. C'est-à-dire que finalement, pour 1 joule de dépense d'énergie électrique, on aura réussi à capter 6,7 joules à l'intérieur du congélateur. Et d'ailleurs, il vaut mieux, hein, parce que vous imaginez si l'efficacité des réfrigérateurs était inférieure ou égale à 1, la dépense énergétique qu'il faudrait pour maintenir la température à sa valeur, bon, à ce moment-là, on aurait peut-être abandonné ce système-là de conservation des aliments, et on serait revenu à des salaisons et ce genre de choses. Alors, là, on a l'efficacité maximale. Maintenant, il va falloir essayer de trouver l'efficacité réelle du congélateur. Donc l'efficacité réelle, on sait que E, c'est le rapport du transfert énergétique que l'on veut réaliser, QF, donc on veut capter cette énergie à l'intérieur du congélateur, sur W, donc ça c'est la dépense électrique qui a été effectuée. Alors, W, on peut l'estimer très simplement, grâce à la consommation pendant 24 heures. On nous dit ici, la consommation pendant 24 heures, c'est 0,67 kWh. Donc, derrière, ce qu'il va suffire de faire, c'est trouver QF. Alors, le problème de QF, c'est que il n'est pas directement donné dans la fiche technique. Par contre, ce qui est donné, c'est les capacités thermiques massiques des éléments congelés, le pouvoir de congélation en fonctionnement nominal. Donc ici, eh bien, si on veut trouver QF, il va falloir étudier le système constitué de la source froide pour essayer d'estimer ce transfert thermique. Donc tout le problème maintenant réside ici. Eh bien, on sait qu'en fonctionnement nominal, sur 24 heures, on congèle 22 kg d'aliments. Et c'est cette information-là qui est importante. Pourquoi ? Parce que derrière, on va essayer de voir ce que ça signifie, le fait de congeler. Alors, ici, on va considérer maintenant un autre système. On va considérer un système fermé dans le réfrigérateur, enfermé dans le réfrigérateur, constitué de 22 kg d'aliments
à congeler. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Bien ici, ça signifie qu'on va avoir une transformation qui va être isobare. La pression qui règne dans le congélateur, c'est la pression atmosphérique. Monotherme, la température extérieure des aliments, c'est TF, qui va partir de l'état initial où les aliments sont décongelés à la température TC, température ambiante, et qui va nous amener à un état final où les aliments sont congelés à la température TF. Alors, pour passer de l'un à l'autre, il va falloir faire plusieurs transformations intermédiaires. Donc là, c'est la transformation globale. Il va falloir, au départ, amener les aliments à la température de congélation. La température de congélation, c'est la température de solidification de l'eau, c'est 0 degrés Celsius. Donc ici, première étape, on amène les aliments décongelés à la température 0 degrés Celsius. Une fois que les aliments décongelés sont arrivés à 0 degrés Celsius, on va créer un changement d'état vers un deuxième état intermédiaire où les aliments passent dans l'état congelé. Toujours à T0 égale 0 degrés Celsius. Puis les aliments congelés vont voir leur température varier pour passer de 0 degrés Celsius à moins 18 degrés Celsius. Donc ici, le chemin de la transformation complète, on va le décomposer en 3 étapes. Une étape de baisse de la température des aliments décongelés, une étape de congélation à température fixe, et une étape de baisse de température des aliments congelés. Alors, ce qui va être intéressant ici, c'est que si j'applique le premier principe, j'ai à faire une transformation isobare. Donc je peux calculer, enfin je peux travailler directement avec l'enthalpie H. Je sais que delta H vaudra Q plus WU le travail utile, qui vaut 0 ici. Donc il me reste delta H qui vaut Q. Alors, delta H qui vaut Q, et que vaut ce transfert thermique? Eh bien, si je travaille sur 24 heures et sur la congélation de 22 kg d'aliments, je sais que Q, ce sera moins QF. Je réfléchis un petit peu à l'idée. Si le fluide caloporteur a reçu QF depuis les aliments, ça veut dire que les aliments ont reçu moins QF depuis le fluide caloporteur. Et donc il va me rester maintenant à calculer la variation d'enthalpie delta H. Alors j'utilise le fait que delta H est une fonction d'état, ça je l'ai déjà utilisé, pour dire que delta H vaut delta H1 plus delta H2 plus delta H3. Chaque variation d'enthalpie étant facile, entre guillemets, à calculer. Alors, delta H1, on sait que ça va être simple, parce que j'ai affaire à un système, ici, qui est une phase condensée idéale.
et j'ai la capacité thermique massique des éléments décongelés, que je vais pouvoir utiliser. Donc delta H1, c'est la masse que je dois congeler, fois la capacité thermique massique des éléments décongelés, fois la différence de température, T0 température finale, moins Tc température initiale. Delta H3, j'utilise exactement la même logique. J'ai la masse 22 kg qui n'a pas bougé, fois la capacité thermique massique des éléments congelés, fois la température finale, température de la source froide, moins la température de changement d'état, température initiale de cette transformation. Il me reste delta H2 à déterminer. Delta H2, eh bien, je suis en train de congeler des aliments, donc de faire l'opération inverse de la décongélation. Et donc, je dis que delta H2, c'est la masse des aliments, fois delta H massique de congélation, qui vaut moins M fois delta H massique de décongélation. Donc là, c'est comme si j'avais un changement d'état. Dans les deux autres cas, ici, je travaille avec des phases condensées idéales. Donc incompressible, indilatable, ce qui me permet de calculer très simplement les variations d'enthalpie delta H. Alors, une fois ce calcul effectué, je vais rajouter une page. Hop, insérer, page. Ok. Une fois ce calcul effectué, eh bien, j'ai réussi à déterminer moins QF. Et donc, une fois que j'ai déterminé moins QF, eh bien, vous voyez que je vais avoir l'efficacité. Parce que je connaissais déjà W. Donc, je vais pouvoir assez simplement déterminer le résultat souhaité. Alors, donc, je reviens sur l'efficacité. Je sais que E vaut QF sur W. J'avais dit que W, c'était 0,67 kWh sur une journée où j'ai effectué une congélation. Donc on rappelle que 1 kWh, c'est au niveau de la conversion 1000 watts fois 3600 secondes. Donc finalement 3,6 fois 10 puissance 6 watts seconde, soit 3,6, 10 puissance 6 joules. Donc là, j'ai W. Pour QF, eh bien, je sais que c'est moins delta H des 22 kg d'aliments congelés. Donc là, je reprends tout le calcul effectué précédemment. Et donc, je veux obtenir au final une efficacité qui vaudra moins la masse fois la capacité thermique des aliments massiques, des aliments congelés, fois T0 moins Tc, moins delta H de décongélation, plus capacité thermique des aliments décongelés, fois température intérieure du congélateur Tt moins T0. Le tout que je divise par W. Et pour que tout le monde se mette d'accord, eh bien, j'exprime toutes les énergies en joules, donc je convertis W depuis les kilowattheures vers les joules. Donc là, par application numérique, je vais obtenir l'efficacité réelle
qui vaudra 3,1. Donc elle est bien inférieure stricte à l'efficacité maximale, ce qui veut dire que le cycle employé ici est irréversible. Logique. Et on a bien une efficacité qui reste quand même supérieure à 1. Et donc là, l'ordre de grandeur de quelques unités, c'est l'ordre de grandeur classique, des efficacités que vous allez croiser pour les réfrigérateurs. Donc là, cet exercice, alors, vous voyez là, c'est déjà un exercice un peu technique. Il a nécessité de travailler sur deux systèmes différents. Le fluide caloporteur qui nous permet de définir l'efficacité et qui subit certains transferts énergétiques. Et l'énoncé nous amène ensuite vers l'idée que ce qu'on va utiliser pour trouver le transfert QF, c'est les aliments eux-mêmes contenus dans le congélateur que l'on peut considérer comme étant la source froide, c'est-à-dire comme étant ceux qui vont subir le transfert énergétique avec le fluide. Et donc un changement de signe habile me permet de passer du point de vue du système, constitué du fluide caloporteur, au système constitué par les aliments, qui vont être refroidis, puis congelés, puis encore refroidis pour être amenés à la température ambiante du congélateur. Donc ça, c'est un exercice déjà assez poussé, dans le sens où c'est une question ouverte. Vous imaginez qu'on aurait pu faire le même exercice en posant beaucoup de questions intermédiaires. Par exemple, allez, je vais vous l'exposer rapidement pour que vous voyez l'idée. Première question, déterminer l'expression de l'efficacité maximale de ce congélateur, calculer celle-ci. Deuxième question, définissez l'efficacité réelle. Troisième question, sachant que la source froide est constituée des aliments présents dans le congélateur, estimez le transfert thermique QF nécessaire pour que le fonctionnement nominal soit respecté. Ce qui vous amène sur cette question-là. On précisera, vous voyez qu'on peut rajouter ça dans l'énoncé, que la transformation est considérée comme isobare à la pression atmosphérique et monotherme à la température TF du congélateur. Une fois calculé ce transfert thermique, revenez à l'efficacité et calculez celle-ci. Et donc là, en fait, vous voyez que le QF calculé du point de vue du fluide, c'est l'opposé du delta H associé aux aliments. Alors, dernier contexte que vous allez pouvoir croiser, eh bien, c'est les pompes à chaleur. Alors, les pompes à chaleur vont avoir des fonctionnements différents en fonction de la saison. En été, l'objectif en été pour une pompe à chaleur, ça va être de refroidir l'intérieur d'une habitation. Donc, de capter QF à l'intérieur de l'habitation, qui va être la source froide, en consommant le travail électrique W. Donc, l'efficacité en été est la même que l'efficacité d'un congélateur. Le cahier des charges est sensiblement le même. L'efficacité en hiver, ça va être un petit peu différent. On va vouloir ici transférer de l'énergie à la source chaude, l'intérieur de l'habitation, en consommant le travail électrique W. Donc en hiver, l'efficacité deviendra moins QC sur W. Donc attention, voilà, en fonction de la saison, le cahier des charges change, donc le calcul de l'efficacité change aussi. Donc la remarque que l'on peut faire là-dessus, c'est qu'il faut toujours adapter la définition du rendement ou de l'efficacité au contexte. Donc il est important ici de bien lire les textes avant d'attaquer les exercices. Alors, on va démontrer donc l'expression de l'efficacité et l'expression de l'efficacité maximale. Alors le système que l'on va considérer, comme toujours, c'est le fluide caloporteur.
qui est un système fermé. La transformation est une transformation qui va être cyclique. Donc on va avoir le système qui va échanger QC avec TC, QF avec TF, avec thermostat à la température TF, et W avec l'extérieur également. Donc ici le réseau électrique EDF si on branche la pompe à chaleur sur une prise de courant. Alors, si on se trouve dans la configuration été, on va avoir, bon ça, W supérieur à 0, toujours QF, donc qui va être supérieur à 0, et ça va être ce transfert thermique. Là, cet échange énergétique qui va m'intéresser. Si je me trouve en configuration hiver, le transfert thermique qui va m'intéresser, c'est QC, qui est inférieur à 0, et qui va être finalement le transfert thermique vers l'habitation. Alors, ici donc, la configuration été me donnerait le même calcul que le cas du réfrigérateur. Donc on va s'intéresser à la configuration hiver. Donc en configuration hiver, l'efficacité E vaudra moins QC sur W. Alors, derrière j'applique les deux premiers principes de la thermodynamique au système. Donc delta U qui vaut 0, qui vaut W plus QC plus QF. Le second principe qui va m'amener dans le cas réversible, alors là je vais gagner un petit peu de temps pour établir l'efficacité maximale. Delta S égale 0 égale QC sur TC plus QF sur TF, qu'on pourrait appeler l'égalité de Clausius. Donc ici, l'efficacité E vaudra moins QC sur W. Or, je sais que W vaut moins QF moins QC. Donc je vais obtenir QC sur QC plus QF. Ensuite, d'après le second principe, je sais que dans le cas d'une transformation réversible, QC sur TC plus QF sur TF égale 0. Donc à partir de là, je sais que je peux remplacer QF par dans le cas où j'aurai l'efficacité maximale, QC sur QC moins, et là moins QC, TF sur TC. Je simplifie par QC, je multiplie en haut et en bas par TC. Je vais obtenir l'efficacité maximale qui va valoir TC sur TC moins TF. Et donc là, vous voyez que je vais avoir une efficacité qui, quoi qu'il arrive, va être supérieure stricte à 1. Ce qui n'était pas forcément le cas pour un réfrigérateur. On peut créer des réfrigérateurs d'efficacité inférieure à 1. Donc là, au vu du cahier des charges, l'efficacité sera toujours supérieure à 1. Donc ça va être l'efficacité maximale observable pour une pompe à chaleur en configuration hiver. Et donc maximale
observable. Pourquoi? Parce que j'ai annulé l'entropie créée. Si je n'avais pas annulé l'entropie créée, qu'est-ce qui se serait passé? Eh bien, ici, je vous invite à démontrer que si SC, et on peut dire supérieur strict à 0, hein, à ce moment-là, vous trouveriez une efficacité E qui vaut 1 sur 1 moins TF sur TC, moins TF S créé sur QC. Alors ici, ce qui est assez subtil, finalement, c'est que ce terme-là va vraiment limiter le rendement car le transfert thermique que l'on appelle QC est, d'après le mode de fonctionnement de la pompe à chaleur, inférieur à 0. C'est-à-dire que la pompe à chaleur va toujours fournir de l'énergie thermique à la source chaude. Et donc si j'ai QC qui est inférieur à 0, eh bien j'ai bien ce terme-là qui va limiter la valeur du rapport que j'ai ici, mathématiquement. Donc là, il faut être toujours très très attentif aux signes des grandeurs que vous faites intervenir dans les calculs en thermodynamique. QC, QF, W sont des valeurs algébriques. Et si vous ne faites pas assez attention aux signes, eh bien vous ferez forcément des erreurs. Donc il faut toujours se poser la question de savoir du point de vue de qui on se place quand on considère des échanges pour avoir les bons signes. Si vous avez le moindre doute, revenez à l'analogie monétaire. Voilà, pensez à votre porte-monnaie et remplacez le terme compte en banque ou porte-monnaie par énergie du système et vous ne pourrez plus vous tromper. Alors, cas suivant, petit exemple, on va essayer de trouver une pompe à chaleur lorsque la température extérieure est de 5 degrés, température extérieure de 20 degrés. Et on va essayer de comparer l'efficacité à celle d'un chauffage électrique. Alors, ici, on sait que l'efficacité maximale, qu'on va parfois appeler aussi efficacité de Carnot en hommage à Sadi Carnot qui a au départ établi l'expression pour uniquement les moteurs. Donc ici, on sait que l'efficacité de Carnot de la pompe à chaleur, qui va fonctionner donc ici en hiver, hein, eh bien ce sera la température de la source chaude en Kelvin sur Tc moins Tf. Alors, l'application numérique va me donner cette efficacité de Carnot qui vaut ici 293 sur 293 moins 278. Donc ce qui va donner 19,5. Alors, si on doit comparer à l'efficacité d'un chauffage électrique, il faut essayer de réfléchir à ce que signifie l'efficacité pour un chauffage électrique. Alors, que fait un chauffage électrique? Eh bien, on sait que l'efficacité, ce sera ici, moins Q sur W. Le chauffage électrique, en gros, reçoit W, le travail électrique, et fournit à l'extérieur une énergie thermique, Q. Cette énergie thermique étant comptée négativement du point de vue du chauffage, j'écris moins Q sur W. Alors, ensuite, qu'est-ce que je peux dire? Le travail électrique fourni. Eh bien, il vaudra la puissance électrique fois delta T.
Donc U, la tension fois I, fois delta T. Alors, un chauffage électrique, basiquement, quel type de composant est-ce que c'est? C'est une résistance. J'ai U au bord de la résistance, j'ai I, le courant qui traverse cette résistance. Je sais que pour une résistance, j'ai la loi d'Ohm qui est vérifiée. Autrement dit, U égale R fois I, en convention récepteur. Et donc ici, bien, le travail électrique reçu en convention récepteur, c'est W qui vaut P fois delta T, qui vaut U fois I fois delta T, qui vaudra R fois I carré fois delta T. Quelle est la puissance thermique fournie à l'extérieur? Eh bien, je sais que les résistances sont le siège de l'effet Joule. Donc, je sais que la puissance thermique fournie à l'extérieur, c'est moins RI carré. Alors pourquoi je mets un signe moins ici? Parce que c'est une puissance perdue par le système. Donc compter négativement du point de vue de son compte énergétique. Et donc si j'ai la puissance thermique fournie à l'extérieur qui vaut moins RI carré, j'ai Q qui vaut moins RI carré fois delta T. Donc l'efficacité d'un chauffage électrique est, quoi qu'il arrive, de 1. Donc est-ce que c'est un très bon dispositif de chauffage, une efficacité de 1? Eh bien, pas vraiment. Au fait, on voit que ici, au maximum, on a une efficacité de 1 si on utilise un chauffage électrique. Pour une pompe à chaleur, on peut avoir une efficacité maximale théorique de 19,5. Donc là, on comprend assez aisément pourquoi il est préférable, si on a les moyens au départ, d'investir dans une pompe à chaleur. Alors, ceci conclut donc une vidéo un peu longue sur des exercices d'application sur les machines thermiques. Donc si vous deviez retenir quelque chose d'assez important ici, c'est que au départ, il faut s'adapter au contexte pour définir proprement les rendements ou efficacités. Ensuite, toujours partir sur un petit peu le même schéma de raisonnement, appliquer les premiers et seconds principes au système, qui est le fluide caloporteur. Et si on a besoin d'évaluer un échange énergétique spécifique, eh bien, il ne faut pas hésiter parfois à changer de système pour pouvoir poser ces échanges énergétiques proprement et simplement. Et à ce moment-là, se rappeler des 2 chapitres précédents pour faire tout ceci dans de bonnes conditions. Il me reste à vous dire de poser vos questions dans les commentaires et à vous annoncer la suite au prochain épisode.